Alors, comme vous le savez, les anomalies congénitales des artères coronaires regroupent un large spectre de conditions anatomiques congénitales qui sont présentes déjà à la naissance. Elles ne sont pas toutes forcément dangereuses et n'incitent pas à une intervention chirurgicale. Par contre, il y a un sous-groupe parmi ces anomalies qui ont été en relation directe avec des événements cardiovasculaires majeurs dont la mort subite, notamment chez les sujets jeunes et sportifs. Et vous savez très bien que l'incidence est rare, mais la mort dramatique chez des sujets jeunes, elle est toujours mal vécue. Et donc, ce sujet attire de plus en plus l'attention. Il est en plein discussion sur le management. Donc, au-delà du diagnostic, quand le diagnostic est évoqué, le vrai challenge, c'est de pouvoir stratifier le risque à partir des éléments anatomiques dangereux pour pouvoir, sans s'emballer dans l'excès, choisir les patients qui ont le meilleur profil et qui vont profiter pleinement de cette chirurgie cardiaque qui n'est pas sans risque. Voilà. Alors, la prévalence de ces anomalies congénitales, selon les définitions utilisées, selon la méthode étudiée, et donc se positionne entre 0,2 à 5,7%. Et sur le diagramme à droite, vous voyez que quand même, elle se positionne comme la deuxième cause de mort subite, c'est les sujets jeunes, et ça, c'est important. Alors, avant d'aborder la classification, il m'a paru intéressant et primordial de faire un bref rappel anatomique pour comprendre la nomenclature des anomalies coronaires. Et donc, ce que l'on sait actuellement, et donc j'ai un petit peu le trait de parler sous la présence de notre chère Lucilia ici dans la salle. Donc, on sait que les artères coronaires ne se connectent pas, ne proviennent pas de l'aorte, ne naissent pas de l'aorte, mais plutôt se connectent à l'aorte. Ils ont une origine embryologique en mosaïque dans le proépicarde. Alors, ce proépicarde, donc, il va donner des cellules épithéliales qui vont adhérer à la surface du myocarde pour former l'épicarde. Et l'épicarde, c'est quelque chose de très, très important dans la formation des coronaires. S'il n'y a pas ça, il y a ce qu'on appelle la génésie des artères coronaires. Donc, ces cellules épithéliales à la surface de myocarde qui forment l'épicarde, ils vont se former changer de morphotype pour se transformer en cellules mésenchymateuses. Pourquoi? Parce que ces cellules, ils sont plus invasifs, ils vont pénétrer dans le sous-épicarde et le myocarde pour former le réseau artériolaire capillaire. Et en même temps, de façon parallèle, il y aura une résorption des sinusoïdes avec la compaction du myocarde. Donc, on conçoit vrai, parce que c'est reconditionnel, que la persistance de ces sinusoïdes et la mauvaise maturation des capillaires pourraient éventuellement donner ce qu'on appelle les fistules coronaro-cardiaques ou coronarovasculaires. Donc, ces vaisseaux vont refaire surface sur l'épicarde et vont circuler dans les sillons pour former un cercle périartériel autour et pénétrer l'aorte au niveau des sinus de Valsalva antérieur de façon perpendiculaire aidée par une apoptose locale. Et tout ça est sous l'égide d'un complexe biomoléculaire très complexe et sous l'égide des gènes dans le TBX1. D'accord ? C'est comme quelque sorte un code de la route qui va permettre exactement à ces coronaires d'aller se connecter au sinus, le bon sinus, grâce à ces zones, à ce myocarde sous-pulmonaire qui est répulsif et au myocarde sous-aortique qui est plutôt attractif. Et donc vous concevez qu'une mauvaise signalisation du sens interdit ou l'absence du policier du point pourrait être à l'origine d'une connexion anormale de la coronaire, soit dans l'artère pulmonaire ou autre. Et donc ça va payer très cher en amont en termes de pronostic. Donc là, vous voyez maintenant sur les classifications, on ne parle pas d'anomalie de naissance, mais on parle d'anomalies. Il y a plusieurs classifications anatomiques donc, qui classent les anomalies congénitales en anomalies de connexion à l'artère pulmonaire, dont la plus fréquente c'est la coronaire gauche, la fameuse Al-Kappa, ou alors à l'aorte du mauvais sinus avec anomalie de trajet interartériel ou intramural.
et les anomalies de terminaison dans les fistules coronarocardiaques. Donc, pour des raisons de temps, j'ai choisi de traiter les anomalies coronaires congénitales les plus fréquentes et qui ont une relation directe avec les événements cardiovasculaires majeurs, et c'est ce que j'ai mis là en jaune. Alors là, Alors, je crois que je vais passer ça pour des raisons de temps. Alors, je vais commencer par le premier cas clinique. Donc, c'est une femme de 67 ans qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire. C'est une institutrice retraitée, veuve, mère de 3 enfants, qui a eu 3 accouchements sans problème. Et il a même eu 3 chirurgies extracardiaques sous anesthésie générale sans problème. Elle était venue pour une arthrose du genou qui était un petit peu handicapante. Et l'interrogatoire trouvait quelques douleurs thoraciques très atypiques et des palpitations, pour lesquelles d'ailleurs il a eu une coronarographie qui était mal interprétée. L'examen trouvait un souffle systolique foyer mitral avec une bonne tension et un ECG, une arythmie complète par fibrillation atriale. Alors là, comment on peut faire pour bouger les images? Hein? Ça bouge. Voilà, ok. C'est bon, ça bouge. Donc là, vous voyez que cette dame, l'échographie de cette dame trouve donc surtout ce qu'il y a, c'est l'ischémie du pilier avec une fuite mitrale ischémique et on voit quelques collatéralités qu'on voit mieux ici sur cette coupe où on voit les artères septales qui ont un flux ascendant et qui est tout à fait inhabituel et qui veut dire tout simplement qu'il y a de la collatéralité de la coronaire droite vers la coronaire gauche. Alors là, sur cette coupe-là, vous voyez que la coronaire droite, elle est très 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 dilatée, elle est mesurée pratiquement à 11 mm. Et là, c'est une coupe transverse transaortique où vous avez l'artère pulmonaire à droite et l'aorte à gauche. Et vous voyez qu'il y a un flux rétrograde dans la coronaire gauche avec un reflux depuis la coronaire gauche vers l'artère pulmonaire. Donc là, le diagnostic échographique chez cet adulte était une naissance anormale de la coronaire gauche à partir de l'artère pulmonaire. Et la relecture a posteriori de sa coronarographie a montré un reflux, un rechauffe dans l'artère pulmonaire sur le diagramme à côté. Alors, avant de voir les recommandations, ce qu'on va faire pour cette dame à 67 ans qui a une anomalie coronaire à partir de l'artère pulmonaire. Donc, je voulais juste vous faire un bref aperçu de ce que c'est que. Alors, l'anomalie de naissance de l'artère corporelle ALCAPA, c'est généralement une maladie qui a une traduction chez le nourrisson, d'accord ? Elle survient pratiquement chez 1 sur 300 000 nouvelles naissances et elle est potentiellement fatale avec une issue mortelle, avec 90% de mortalité chez les nourrissons, chez l'enfant qui ne sont pas opérés, et avec un risque de mort subite qui plane sur les survivants à l'âge adulte. Donc, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce que la coronaire est connectée à l'artère pulmonaire qu'elle va recevoir du sang de l'artère pulmonaire. Ceci est vrai dans la vie intra-utérine parce que les résistances pulmonaires sont élevées et que les pressions diastoliques artérielles pulmonaires permettent une perfusion antérograde de la coronaire, ce qui fait que cette cardiopathie échappe au diagnostic anténatal. Juste après la naissance, avec la cinétique de baisse des résistances pulmonaires, la perfusion myocardique coronaire est entravée, avec développement en parallèle d'une collatéralité depuis la droite vers la gauche. Et la qualité de cette collatéralité va conditionner les formes infantiles et adultes. Quand elle est peu développée, c'est la forme infantile qui a une traduction qui va se diagnostiquer très tôt dans un tableau de sciences cardiaques, d'infarctus du myocarde. Les formes qui ont une collatéralité importante vont arriver à l'âge adulte comme notre patiente. Et c'est ce que vous voyez sur l'image à droite où vous voyez que c'est la coronaire qui perfuse l'artère pulmonaire et pas le reste. Alors, le diagnostic chez nourrisson, il est très facile, généralement, et là, très facile, je dis, dans les formes isolées. Isolées, ne sont pas associées à un shunt, ou que quand l'artère coronaire naît du flanc gauche et pas d'une branche de pulmonaire. Là, le diagnostic échographique est suffisant pour poser le diagnostic et pour poser l'indication opératoire. Donc, il se fait devant un ECG très caractéristique qui montre une onde-Q et une ischémie en antérieure étendue, avec une myocardiopathie dilatée hypokinétique, ischémie du pilier fuite mitrale, et sur la gauche, vous voyez un flux rétrograde dans la coronaire gauche et dans la CX et le reflux dans l'artère pulmonaire. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de collatéralité, de cercle collatéral qui entoure l'artère pulmonaire, ce qui explique cette traduction très très tôt
chez ce nourrisson. Donc, une fois le diagnostic fait chez le nourrisson, l'indication opératoire est de mise parce que la mortalité est élevée et l'échographie, comme j'ai dit, elle est suffisante, avec d'excellents résultats à moyen et long terme. Et il faut le plus possible donc, privilégier la réimplantation de la coronaire dans le bon sinus chaque fois que c'est possible. Alors, le diagnostic à l'âge adulte peut se faire à l'échographie, mais de plus, on a toujours pratiquement besoin d'un complément, soit par un scanner, soit par une IRM ou alors par le CT, comme dans notre cas. Et le diagnostic fait à l'âge adulte ne doit pas être synonyme d'un pronostic bon. Et cette étude qui a collecté 151 cas de la littérature d'une façon rétrospective, elle le montre bien, puisqu'il y a pratiquement 17% d'événements cardiovasculaires majeurs dans la mort subite et que uniquement 14% sont asymptomatiques. Tout ceci, donc pour cela, les recommandations... Non, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Donc c'est pour cela les recommandations sont très directives. Les recommandations américaines et européennes sont très directives sur la chirurgie une fois le diagnostic d'Al-Kappa est fait chez les personnes âgées, chez les adultes. Alors, mais il y a une grande faille entre les directives des sociétés savantes et ce qu'on fait en pratique clinique. Et ceci pourrait éventuellement se comprendre parce que l'adulte, c'est une tranche d'âge de 18 ans jusqu'à 100 ans, 90 ans. Et quand on diagnostique l'Al-Kappa chez une personne plus âgée, au-delà de la 7e décade, comme c'est le cas, ben, il y a un petit peu d'hésitation qui plane à la fois sur le patient et sur le médecin. Alors, donc, pour notre patiente, elle a préféré de ne pas se faire opérer. Donc, il a même renoncé à son opération du genou. Donc, elle se baladait avec sa canne. Alors, elle est décédée 10 ans plus tard, mais pas de son Al-Kappa, mais d'une néoplasie pulmonaire avec métastase cérébrale. Alors, donc je vais, juste après ça, donc, je vais faire un deuxième cas clinique pour aborder la deuxième catégorie des anomalies congénitales. Et c'est un enfant, cette fois-ci de 7 ans, fils unique, qui a fait des épisodes de lipothymie avec une syncope d'effort. Ce sont des Marocains qui résident à l'étranger et qui a trouvé le moyen de faire ça pendant les vacances. C'est un enfant très turbulent. Son examen clinique est normal, avec une radio normale, ECG normal avec tout au plus un petit bloc de branche droit. Il a eu une exploration rythmique de 24 heures qui s'est révélée normale. Alors, on l'a envoyé pour l'échographie et sur l'échographie, je tombe sur ça. Je tombe sur une coronaire gauche qui naît du sinus, du mauvais sinus, du sinus à côté de la coronaire droite, mais qui semble suspendue dans le vide là. Et, donc, et sur l'image de droite, vous voyez qu'elle va vers le septum interventriculaire. Et en bas, je vois quand même qu'il y a un petit trajet intramural. Donc en fait, moi, en tant qu'échographique, je penchais plus vers un trajet intraseptal. Mais en fait, le scanner relu par plusieurs personnes compétentes, il confirme la naissance du sinus opposé, mais avec un trajet interartériel. Alors, pour vous rappeler un petit peu les anomalies de connexion de l'aorte, donc j'ai choisi ce schéma qui reproduit un petit peu les coupes échocardiographiques. Je suis désolée pour les chirurgiens, ils doivent revoir à l'envers. Alors, donc il y en a plusieurs, certaines sont bénignes, comme celles qui sont là en haut, donc avec un trajet antérieur, une boucle antérieure, une boucle postérieure. Ils sont bénignes, elles sont plutôt intéressantes à savoir quand elles sont associées à des cardiopathies où le chirurgien doit manipuler les gros vaisseaux et avec réimplantation des coronaires, ça c'est important de les connaître parce qu'ils ont conditionné le pronostic chirurgical. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui est en bas, qui est encadré en rouge à droite, et c'est avec une coronaire gauche ou droite qui naît du sinus opposé avec un trajet interartériel et à moindre degré intraseptal comme ce doute qui est resté dans notre cas. Et ça se voit aussi dans la littérature. Alors, leur prévalence se situe entre 0,1 à 0,3%. Il y a même, elle arrive à 0,7% dans les récents dépistages par l'IRM, qui est plus performante.
Alors, si on fait une extrapolation, en France, ça va faire à peu près 120 000, aux États-Unis 600 000, et si j'ai bien fait le compte, au Maroc, ça va faire pour une population jeune de 60 000. Alors, c'est vrai que la naissance gauche est moins commune que la naissance droite, mais ce sont les anomalies qui se retrouvent plus sur les séries autopsiques. Et pour vous rapprocher un petit peu de la nature, donc la naissance droite, elle est un peu plus... La naissance droite, elle est un peu plus élevée que la CMH, alors que la naissance gauche, elle est à peu près la même prévalence que la dysplasie arythmogène du ventricule droit, de cardiopathies structurelles qui sont incriminées dans la mort subite. C'est pour juste avoir une approche. Donc, Brader et collaborateurs, ils ont calculé le risque cumulé du décès sur une période de 20 ans d'une population jeune de 15 à 35 ans, et qui pratiquent du sport compétitif. Ils ont trouvé que ce risque il était de 6,3% pour les anomalies gauches et 0,2% pour les anomalies droites. C'est un risque certes faible, mais quand ça arrive chez une population jeune, c'est toujours mal vécu. Donc c'est pourquoi les études ont été faites pour sélectionner les facteurs de risque anatomique, et le trajet interartériel ressent comme un facteur prédictif de mort subite sur les études, sur les séries autopsiques, sur l'approche invasive prônée par Angelini, sur l'utilisation de l'échographie endovasculaire, et aussi sur le scanner, les études scanner. Alors, pourquoi ce trajet interartériel? Parce que vous voyez, quand une artère coronaire est entre les deux vaisseaux, elle risque d'être comprimée entre les deux vaisseaux et donne une ischémie aiguë. Quand elle est, donc assez souvent, le trajet interartériel, il est assez souvent associé à une course intramurale, une course plus ou moins longue intramurale. Et vous imaginez qu'une artère coronaire enchâssée qui prend corps avec la paroi aortique, donc déjà sa réserve coronaire est limitée, elle a souvent un segment sténosé, un angle de naissance aigu et un ostia qui n'est pas rond comme dans les coronaires normales qui en font. Donc ces éléments anatomiques ont été donc, corrélés à un risque anatomique élevé. Alors, le mécanisme de la mort subite, c'est généralement, on évoque une ischémie aiguë, donc qui survient chez les jeunes sportifs, soit à la fin lors d'un effort intense ou immédiatement après, donc au moment de la récupération. Mais on a aussi identifié la fibrose dans les séries autopsiques et donc sur probablement des phénomènes répétitifs d'ischémie. Et là, donc, je me demande avec vous, est-ce que la chirurgie va régler ça? Et je crois que ce sont ce sont des patients qui ont largement sous-exploré sur le plan rythmologique pour voir le mécanisme de mort subite sur ces gens-là. Alors, juste pour... donc, je voulais vous faire un schéma, donc un algorithme. Quand on est en face d'une anomalie coronaire congénitale, donc le challenge, c'est de bien faire un bon diagnostic anatomique pour sélectionner, à l'image ce que font les rythmologues, un substratum anatomique malin, d'accord, qui est gauche ou droite. Et ce substratum peut rester quiescent et découvert chez des patients qui sont totalement asymptomatiques de façon fortuite, comme il peut donner des symptômes à l'occasion d'un trigger. Et le trigger, généralement, c'est l'effort intense. Ces conditions ne peuvent se concevoir que chez les sujets jeunes, inférieurs à 35 ans, qui peuvent faire des efforts intensifs, et donc les jeunes athlètes de compétition, d'accord, qui peuvent soit déclarer des symptômes, soit malheureusement des fois faire une mort subite qui, 50 fois, une fois sur deux, c'est le premier symptôme révélateur. Alors, quand les tests fonctionnels sont aussi importants aussi pour sélectionner les malades qui vont bénéficier, tout en sachant qu'ils n'ont pas une bonne valeur prédictive négative. Tout ça, c'est pour sélectionner les meilleurs profils des patients qui vont bénéficier de la chirurgie, qui est une chirurgie, il ne faut pas l'oublier, prophylactique, soit prévention primaire ou secondaire, et prendre des décisions assez rapides sur la restriction de mode de vie, notamment pour les sportifs. Alors, les chirurgies, je ne vais pas trop détailler, donc j'en ai pas pour longtemps. Donc, là, la chirurgie... si vous pouvez conclure. Merci. Oui, je vais conclure. Donc, les chirurgies, c'est le fameux unroofing qui est utilisé dans plusieurs centres
mais qui ne répond pas qui ne va pas résoudre tous les problèmes anatomiques. Et donc, il y a beaucoup c'est-à-dire il y a des complications, il y a de l'ischémie résiduelle ou nouvellement apparue, et le geste sur la valve aortique parce qu'il y a un geste sur la commissure. Et il y a maintenant ce qu'on appelle l'ostéoplastie qui est prônée par l'équipe de Necker, qui est la technique chirurgicale qui paraît la plus physiologique et la plus anatomique, mais qui est techniquement difficile. Donc les recommandations à ce sujet sont très claires, sont directives. Donc anomalie de naissance gauche, symptomatique ou pas, ischémie ou pas, il faut l'opérer. Soit pour la coronaire droite, si elle est symptomatique ou avec une ischémie induite, il y a l'indication opératoire. Par contre, si on n'a pas, soit qu'il y a de l'arythmie ventriculaire et c'est une indication de A, soit qu'il n'y en a pas. Et là, il faut soit la chirurgie, soit le suivi. Donc, vous voyez, il y a une difficulté en pratique courante de stratification de risque individuel. On n'a pas suffisamment de données sur l'histoire naturelle et corrigée, surtout les résultats de la chirurgie à moyen et long terme. Et les données de la littérature sont très limitées là-dessus, et c'est ce qui explique cette gestion très inhomogène des anomalies coronaires congénitales au risque dans la pratique réelle. Et là, j'invite les gens peut-être à faire cette décision dans des staffs multidisciplinaires, comme cela a été fait à Paris par ce registre ANOCOR, où c'est un registre prospectif, où ils font aussi la collecte, mais aussi ils ont un statut d'expertise où ils staffent les malades pour donner des avis. Je crois que je vais vous remercier là. Merci, docteur Amli, pour cette brillante présentation. Nous avons déjà des questions pour vous. La première question, quel traitement aurait-on pu proposer à la patiente qui avait l'Al-Kappa avec refus de la chirurgie pour la soulager? Alors, c'est une malade qui était en arythmie complète par fibrillation, donc on a donné un bêta-bloqueur et une anticoagulation orale. Très bien. Il y a une deuxième question. Alors, pour les Al-Kappa chez les adultes de plus de 60 ans asymptomatiques, si on décide de surveiller, vu le risque opératoire élevé, quelle peut être la méthode de surveillance ou de détection d'une ischémie myocardique? Alors, pour la détection de l'ischémie, si vous voulez détecter l'ischémie myocardique, il faut aller faire quelque chose. D'accord? Alors, pour les sujets âgés, Al-Kappa, quand ils sont asymptomatiques ensuite, ils font apparaître des symptômes d'ischémie. C'est assez souvent parce qu'ils sont d'athérosclérose associée sur les collatérales, qui perfusent, qui vient de la droite, qui perfuse. Et à ce moment-là, je crois qu'il est légitime d'aller faire quelque chose. Et l'ischémie, on peut la faire par l'écho de stress ou alors l'IRM. Voilà. Très bien. Oui, juste un microscopique commentaire. Merci beaucoup, professeur Amri. Il y a très très longtemps, quand on ne savait pas réimplanter les coronaires gauche, on la liait. Ouais, donc, quand les patients qui ont un L-Kappa très, très âgé sont en insuffisance cardiaque, on peut, par voie percutanée, fermer le tronc commun qui naît de l'artère pulmonaire et perfuser tout le cœur à partir de la coronaire droite. Et donc, ça marche parfois bien. En tout cas, on a une expérience courte, mais qui a été efficace 2 fois au moins. Oui, voilà, j'ai mis ici, sauf que je l'ai survolé. Parce que justement, c'est une malade que j'avais discuté avec vous pour une éventuelle soit occlusion de la coronaire au niveau de son origine, de l'artère pulmonaire avec pontage, soit une technique par cathé interventionnel. Je l'ai occulté parce que pour des soucis de temps. C'est-à-dire reproduire pratiquement une atrésie coronaire. J'ai aussi 2 commentaires en fait. Et le premier commentaire, c'est en complétant l'intervention de Dr Damien, c'est par rapport aux effectivement ligatures de la coronaire gauche. Donc on a l'expérience, en fait, c'est les premiers cas qu'on avait d'Al-Kappa, on ligaturé, donc on n'avait pas de mauvais résultats finalement, mais de plus en plus on fait de la réimplantation, donc Bosbra en témoigne parce que c'est l'un des chirurgiens pionniers dans ce domaine aussi. Alors je vais juste tirer l'attention des cardiologues sur l'existence d'insuffisance mitrale, que parfois on pense que c'est une insuffisance mitrale rhumatismale et qu'en fait on découvre parfois c'est une Al-Kappa avec nécrose du pilier. Donc de toute façon, l'un des signes, moi j'ai reçu une jeune de 10 ans pour IM rhumatismale.
Et ce n'était pas une IM rhumatismale, c'était une IM par Al-Kappa type adulte. Et donc, il fallait à la fois opérer donc, la valve mitrale et également faire la réimplantation coronaire. Alors, troisième commentaire, finalement ils sont trois, c'est par rapport à la chirurgie de réimplantation coronaire. Ce n'est pas toujours une chirurgie facile, particulièrement quand le trajet de la coronaire et ça bouge à la partie postérieure de l'artère pulmonaire. Je pense que les chirurgiens peuvent... Ça, ce n'est pas des cas simples. Et du coup, faire une chirurgie préventive, c'est assez délicat d'ailleurs. C'est quand tu ouvres et tu vois donc un trajet anormal, donc le risque opératoire est extrêmement élevé. Et donc, il faut vraiment peser les indications dans cette population. Voilà, merci. Alors moi, je voulais juste profiter de la présence de Damien parmi nous pour voir cette confusion qu'on a généralement entre le trajet préaortique et rétropulmonaire intraseptal, comme ce cas-là. Et on avait assez souvent l'idée que ces rétropulmonaires, c'est assez bénin. Alors, mais récemment, on les retrouve parmi les gens qui font de la mort subite, on les retrouve dans les séries chirurgicales, notamment celle de Necker. Il y avait à peu près 5 cas. Certes, leur chirurgie est un peu délicate, là. C'est pas la même chose. L'échographie que vous avez montrée, c'est typiquement un trajet intraseptal, peu importe ce que dit celui qui fait le scanner. Ouais. Donc c'est un trajet intraseptal qui est aussi en fait en partie intera-orthopulmonaire dans sa partie proximale. Ouais. Et il faut les opérer quand ils ont des symptômes. Alors chez un petit enfant, c'est pas facile et c'est beaucoup plus difficile. Enfin, je parle sous le contrôle des chirurgiens parce que c'est dans le muscle, donc il faut sortir complètement l'artère du muscle. C'est de la chirurgie très délicate et quand on n'a pas fait correctement le diagnostic, c'est une mauvaise surprise pour le chirurgien. Merci beaucoup Rachida. On va passer. Merci.